Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo FAQ. Il y a quelques semaines, j'avais fait un appel à questions en fait sur Twitter pour le plaisir parce que j'avais envie de me faire un peu plus connaître sur mes goûts, sur les projets à venir, sur ma manière de procéder. Et comme ça va faire presque un an que je suis sur YouTube, et oui déjà, et ben je voulais en fait répondre à vos questions et il y en a eu pas mal, donc je suis très heureux en fait qu'il y ait autant de questions et je vais me faire un plaisir d'y répondre. En fait, je répondrai à toutes les questions. J'étais toutes prises parce qu'il y en avait suffisamment pour une vidéo FAQ, il n'y en avait pas trop ni pas assez en fait et c'est génial. C'était super bien géré. Et c'est vrai que c'est un procédé auquel j'ai toujours voulu participer, hein, une FAQ, parce que j'adore répondre à des questions, et du coup là je vais pouvoir y répondre avec plaisir. Donc la première question est de Nightmare Chronique Cinéma, qui est un youtubeur qui fait partie du fameux UCU qu'on a fondé avec Jules Melon, qui a aussi posé une question que vous verrez tout à l'heure. Et du coup il me demande en premier alors une question assez compliquée, tes 5 réals préférés. Alors, mes 5 réals préférés, il y en a beaucoup. En fait, j'aime pas trop faire les tops. Donc du coup, ça va être un peu compliqué. Je vais te balancer des noms comme ça, mais il peut y en avoir beaucoup de réalisateurs que j'aime particulièrement en fait. Déjà, j'en mettrai un en particulier parce que c'est lui qui m'a peut-être initié d'une certaine manière au cinéma, en fait, à la cinéphilie. Même si avant, j'aimais beaucoup regarder des films, mais là c'est vraiment avec ce réalisateur que ça a commencé. C'est Ridley Scott, en fait, parce qu'il a fait 2 œuvres, et d'autres hein, que j'aime beaucoup aussi, mais il a fait 2 œuvres qui sont des incontournables pour moi, qui font partie de mes films préférés, et ce sont Blade Runner et Alien. Blade Runner qui est mon film préféré en fait, donc déjà voilà. Et donc Ridley Scott qui a fait les suites de Alien que j'aime beaucoup. D'ailleurs ça ira avec une de tes questions qui est en bas. Et tes 5 réals préférés, il y aurait aussi John Carpenter, qui est un réalisateur que je trouve fabuleux, qui m'a initié aussi à la cinéphilie d'une certaine manière, et j'ai énormément de respect pour lui. Donc voilà. Il y aurait aussi Miyazaki en termes d'animation, parce que Miyazaki a fait mon enfance. En fait, c'est pas trop à Disney qu'il a fait. J'ai pas vraiment grandi avec des films Disney, j'ai plus grandi avec des films de Miyazaki, et ça c'est important. C'est un très grand réalisateur et moi j'aime toutes ses œuvres. Donc voilà, ma préférée de lui serait Nausicaa en fait. Donc voilà. En troisième, il y aurait Jean-Pierre Jeunet qui est un de mes réalisateurs français préférés. En fait, il y en a beaucoup de réalisateurs français que j'aime beaucoup. Mais lui, c'est parce qu'il a fait mon enfance aussi, parce que j'ai vu très jeune Délicatessen. Vous imaginez le choc, le traumatisme. Mais vraiment, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait et je suis vraiment un grand fan. Il y a Terry Gilliam aussi. Terry Gilliam, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, donc ça serait le quatrième en fait. Et le cinquième, allez, David Lynch, parce qu'il a fait ma série préférée, Twin Peaks, et il a fait beaucoup de films que j'aime particulièrement, donc... Et j'en rajouterai quand même 2. Il y aurait Tarkovsky, parce que Tarkovsky, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et j'aime pratiquement tout de ce que j'ai pu voir de lui, et The Stalker reste un incontournable du cinéma pour moi. Il y aurait aussi Bong Joon-ho. Ah, c'est difficile parce que Bong Joon-ho, j'adore aussi, mais il y en a plein d'autres que je pourrais mettre en fait. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y aurait aussi, par exemple, Don Coscarelli pour Fantasme. Il y aurait aussi Paul Verhoeven. Il y aurait plein d'autres réalisateurs comme Kubrick et plein d'autres en fait. Donc 5 réels préférés, c'est un peu compliqué, mais j'espère que j'ai pu bien répondre à tes questions. Il y en a quelques-uns, voilà, que tu vois. Mais il y en a plein d'autres que je citerai qui reviendront dans mes vidéos, en fait. Il pourrait y avoir Jack Tati aussi, donc voilà. Mon genre de film favori. En fait, c'est un peu compliqué parce que je crois pas trop à la définition des genres, parce que je trouve que les genres, même si je comprends parfaitement le fait de pouvoir caser des films dans quelque chose, voilà, qui pourrait les caractériser plus facilement et qui pourrait faciliter la reconnaissance en fait de ces films. Euh, pour moi, ça serait le genre fantastique parce qu'il englobe tellement de choses que ça pourrait être le cinéma d'horreur, ça pourrait être la science-fiction aussi, sachant qu'il y a des sous-genres dans les genres, donc c'est un peu compliqué. Mais ça serait le genre fantastique parce que c'est un des genres qui me fait le plus frissonner parce qu'il utilise
le fantastique pour dire quelque chose, pour transmettre des émotions, et ça me plaît beaucoup. Non pas que je sois quelqu'un qui soit contre le cinéma du réel, ce qui n'est pas vrai en fait, j'aime beaucoup le cinéma du réel, mais le cinéma fantastique m'emballe encore plus. Donc voilà. Tes avis impopulaires sur le cinéma. Alors j'en ai beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui procède d'une manière qui est la mienne en fait. Je suis pas très compliqué avec le cinéma. Je suis plutôt bon public de manière générale, donc ça n'empêche pas qu'il y a des films qui me déçoivent et que je déteste, mais j'en parle jamais, parce que je vois pas l'intérêt, sauf s'il y a peut-être des films dont je pourrais parler, mais j'aimerais pas en parler en fait. Mais en vérité, il y a deux avis impopulaires qui reviennent très souvent dans voilà, ma manière de concevoir le cinéma. Il y a le fait par exemple que j'adore Alien Covenant, qui est un film que je défendrai toujours, parce que malgré ses imperfections, il a quelque chose de très fort, ce film. Et il y aurait aussi, d'une certaine manière, le cinéma de Luc Besson, que je défends pas totalement, mais Cinquième élément, par exemple, est un de mes films préférés. Et Luc Besson n'est pas un de mes réalisateurs préférés parce que je considère pas que l'entièreté de sa filmographie est bonne. Il y a beaucoup trop de films qui sont mauvais pour pouvoir... voilà, il y a des films moyens, il y a très... Enfin, des films mauvais, il y en a, mais il y a beaucoup trop de films moyens aussi, et c'est un peu le problème de ce mec. Donc, quand même, le Cinquième élément est un de mes films préférés, donc voilà, c'est un peu impopulaire, parce que c'est vrai qu'il est souvent considéré comme une grosse merde, entre guillemets, donc non, voilà. Donc j'espère bien avoir répondu à tes questions, Nightmare Chronique Cinéma, et foncez sur sa chaîne qui est vachement cool. Il est tout récent ce gars, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je le mettrai en description et en commentaire aussi, voilà, j'en parlerai. Donc deuxième question du 7ème œil, qui est aussi une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui est une amie aussi à côté, qui fait partie du CU, qui est la grande gueule en fait, Peggy donc. Et merci pour ta question, parce qu'elle est super. Tes deux questions. Qu'est-ce pour toi un chef-d'œuvre? Alors, c'est un autre avis impopulaire concernant le cinéma voilà, qui me concerne. C'est que j'ai tendance à user très souvent du terme de chef-d'œuvre. Parce que j'aime pas le terme en tant que tel, j'aime pas la définition. Après, la définition existe en tant que telle, voilà, de manière objective, elle existe. Mais j'ai du mal avec l'idée de concevoir qu'il n'y aurait qu'un chef-d'œuvre dans une filmographie. Donc, moi je pense plus qu'il y a des chefs-d'œuvre personnels en fait, et que voilà, on peut très bien penser de manière subjective qu'il y a plusieurs chefs-d'œuvre dans une filmographie. Parce qu'en fait, d'ailleurs, j'use beaucoup de ce terme pour le désacraliser d'une certaine manière, parce que je trouve qu'il est c'est un peu présomptueux en fait de concevoir qu'il n'y aurait qu'un chef-d'œuvre et souvent c'est difficile quand on a des réalisateurs comme Kubrick de savoir quel est le chef-d'œuvre en fait de sa filmographie, sachant qu'il y en a beaucoup. Donc après un chef-d'œuvre, c'est forcément un grand film à mes yeux. C'est un film qui personnellement va tellement m'impressionner par sa mise en scène et par les émotions que dégage sa mise en scène et sa manière de concevoir la mise en scène que voilà. Parce que, voulant devenir réalisateur, pour moi, tout doit passer par la mise en scène. Le scénario, c'est très important, mais je pense que la mise en scène amène, en fait, le scénario. Donc, du coup, qu'est-ce pour toi un chef-d'œuvre? Bah, c'est une œuvre qui est très grande, tellement grande, qu'elle va rester plus que les autres dans l'imaginaire collectif. Et dans mon imaginaire. Pour amener d'une manière plus subjective le terme en fait. Et oui, c'est un film qui m'a tellement marqué, qui reviendra très souvent dans mes références et dans mes inspirations. Voilà. Le cinéma est-il pour toi un simple divertissement? Alors là aussi, c'est un terme assez galvaudé, divertissement, parce que qu'est-ce que c'est le divertissement? Comment est-ce qu'il faut l'amener? Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que le divertissement, ça doit être forcément un truc débile? Donc là déjà, avant de pouvoir répondre, il faut vraiment définir les trucs, ces termes-là. Et divertissement, est-ce que le cinéma est-il pour toi un simple divertissement? Le cinéma est avant tout un art. Est-ce que l'art divertit? Ça dépend des cas en fait, c'est au cas par cas j'ai envie de dire. Il y a des films qui sont des purs divertissements qui peuvent être exceptionnels. Et être un simple divertissement, ça ne veut pas dire que ça va ôter un véritable propos en fait. Un propos qui va toucher.
Je pense aux films de Spielberg qu'on a toujours considérés comme de simples divertissements, qui sont pourtant des films qui disent tellement de choses par la mise en scène, qui parlent de l'enfance, de la famille. Donc, du coup, c'est très compliqué de pouvoir y répondre vraiment, parce que j'ai envie de dire, ça dépend de comment est fait le film, en fait. Mais pour moi, non, le cinéma, ce n'est pas un simple divertissement, le cinéma, c'est un tout. Le cinéma doit savoir divertir quand il le faut, et pas quand il ne le faut pas, en fait. Il doit savoir émouvoir, il doit savoir délivrer quelque chose, pas forcément une leçon de morale, mais surtout un propos. Et en fait, j'ai envie de dire, quand on regarde un film, il se crée une forme de relation contractuelle avec le réalisateur. Donc, du coup, alors si on va dans l'idée, en fait, que le cinéma est un simple divertissement et que les gens l'oublient et vont voir le cinéma pour simplement se divertir, non. C'est pas du tout ma conception du cinéma. Je pense, et à tort, malheureusement, que beaucoup de spectateurs vont au cinéma pour se vider la tête. Ce qui est un problème, parce qu'en fait, on peut pas... C'est humain, on ne pourra jamais y échapper, mais je pense que c'est une approche problématique, c'est une approche dont j'essaie de me défaire un maximum, quoi, en fait. J'essaye de faire quitter cette approche de mon corps et de ma tête, comme j'ai envie de dire. Et du coup, non, c'est pas un simple divertissement, c'est un tout. Le cinéma, ça englobe énormément de choses, donc du coup, c'est un tout, ça ne peut pas être un simple divertissement. Donc du coup, j'espère que j'ai bien répondu à des questions qui sont très intéressantes, et qui touchent vraiment à ce que je pense du cinéma et à ma conception du cinéma. Voilà. Troisième question, de Borat 8, qui est une belle rencontre récente à travers YouTube, parce qu'en fait c'est un YouTuber qui fait des vidéos très intéressantes. Il avait fait une vidéo consacrée à un film que j'aime beaucoup, qui est iRobot, et j'aime beaucoup son approche. Vas-tu continuer à faire des vidéos sur le cinéma asiatique? Alors je suppose que tu parles des vidéos concernant le film de Miyazaki, Lupin 3, enfin le château de Cagliostro, la vidéo concernant le film Godzilla 2, et aussi celle sur Steam Boy. Alors, vas-tu continuer à faire des vidéos sur le cinéma asiatique? Absolument. Absolument, et ça n'en finira pas. Tu as dû remarquer que j'aime beaucoup Bong Joon-ho, et on avait consacré avec Romain une grosse vidéo là-dessus, un gros podcast audio sur ce réalisateur du cinéma asiatique que j'aime beaucoup. Il faut savoir que j'aime énormément le cinéma asiatique. Il m'a porté toute ma vie, que ce soit par rapport aux animés, comme Albator, que ce soit par rapport à des mangas, parce que je lis beaucoup de mangas. Je lis plus de mangas que je ne regarde d'animés. Et parce que j'aime beaucoup lire. Et du coup, il se peut même que je parle de manga, et d'adaptation en fait de manga. Il se peut aussi que je parle beaucoup du cinéma de Akira Kurosawa. J'aimerais bien en parler un jour du cinéma de Akira Kurosawa. J'ai pas tout vu de Kurosawa, mais j'ai envie d'en parler. Kiyoshi Kurosawa, que j'aime beaucoup aussi, j'aimerais en parler un jour. J'ai pas tout vu non plus. Il y a beaucoup de réalisateurs dont j'aimerais parler. Il y a plein de mecs que je trouve talentueux. Le cinéma asiatique me passionne. Il y a Ghost in the Shell, j'aimerais bien parler du Ghost in the Shell de Ochi. Donc il y a énormément de films asiatiques que j'aime beaucoup. Le cinéma asiatique me passionne, donc forcément je vais faire des vidéos sur le cinéma asiatique. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce cinéma que voilà, il y a... Voilà, et forcément... Et d'ailleurs, il y aura un Artopolis sur un film de Miyazaki. Je sais pas comment je vais approcher le cinéma de Miyazaki parce que c'est un monstre, ce mec, et c'est très compliqué de pouvoir en parler. Parce qu'en final, tout le monde connaît Miyazaki, mais c'est toujours très difficile d'en parler correctement, de pouvoir parler de ses œuvres, parce que c'est des œuvres très riches à chaque fois. Donc voilà, voilà, petite surprise, mais ça devrait arriver. Donc merci à toi Borat 8, et je vous conseille, comme pour Peggy la Grande Gueule et les autres, de se jeter sur sa chaîne YouTube qui est assez géniale, et il parle de beaucoup de films et il en parle très bien. Ensuite, plusieurs questions de l'ami Charles de Cinémagique, que vous avez pu voir dans ma vidéo sur Baba Yaga et dans mon dernier court-métrage Espoir, qui est un grand ami, voilà, comme tous les autres que vous verrez aussi. Il y a plusieurs de mes amis qui me posent des questions et j'en suis très heureux. Quels sont tes héros au cinéma? Alors, je lui ai demandé par message précisément quel était le sens de sa question. En fait, c'est les héros de manière générale, ça n'a rien à voir avec les super-héros.
Donc je parlerai pas de super-héros en fait, parce que il y en a plusieurs. En vérité, je pourrais pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup et je m'en souviens plus forcément. Mais il y en a bien une que je pourrais citer qui est une héroïne de mon enfance, qui serait Nausicaa. D'ailleurs, ça donne un indice sur le Artopolis consacré à Miyazaki. Et Nausicaa, qui est un personnage avec lequel j'ai grandi, qui m'a ouvert beaucoup de perspectives, qui m'a permis de comprendre... Enfin, c'est dingue parce que ce personnage transmet tellement de choses à travers son combat, et c'est encore plus flagrant dans le manga de Miyazaki, puisqu'en fait c'est un manga à l'origine, Nausicaa, et c'est un personnage qui me touche, qui me fait pleurer à chaque apparition. Quand elle apparaît dans la première scène du film, avec cette ouverture avec la même magnifique musique de Hisaishi, j'en pleure, quoi. C'est un personnage qui me touche énormément à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'elle apparaît, que ce soit en japonais ou en français. C'est un personnage qui me touche profondément et qui est un héros pour moi parce que il transmet tellement de choses que voilà. C'est un personnage impressionnant. Moi j'aime beaucoup ce personnage. Il y en aura un autre qui est un personnage aussi de dessin animé qui serait l'oiseau dans Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, qui est un film d'animation français qui est un de mes films d'animation préférés avec les films de Miyazaki, donc voilà, qui a inspiré Miyazaki d'ailleurs. Et l'oiseau, parce qu'en fait, il s'oppose à... C'est un personnage qui s'oppose à l'autorité, qui est un personnage qui a un père qui a perdu sa femme, il me semble qu'il a perdu sa femme au début, si je me souviens bien. Il y a très longtemps que je l'ai vu, donc il faut que je revoie Le Roi et l'Oiseau. Mais il me semble que c'est ça, donc... Moi, l'histoire me touche, voilà, du roi, de l'oiseau, et j'aime beaucoup ce personnage qui aide, qui est là pour aider, qui pourrait très bien ne pas le faire, mais qui le fait quand même, qui est d'une extrême gentillesse, et qui est un personnage qui ne peut que toucher quand on est enfant. Un autre héros de cinéma, qui est un anti-héros pourtant, c'est Monsieur Hulot. Jacques Tati est un de mes réalisateurs préférés, et j'adore Monsieur Hulot, parce qu'en fait, dans la vraie vie, je suis comme lui. C'est-à-dire que je vis dans une sorte d'inconfort concernant la société modernisée, et je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais du mal à me faire à tous les gadgets et trucs, j'étais toujours un peu perdu. Je sais, quand j'étais petit, j'avais peur par exemple des portes automatiques, donc il y a vraiment, quand je vois, en fait, c'est une découverte récente, Jacques Tati, et quand je vois ce personnage de Monsieur Hulot, je ne peux que comprendre parfaitement ce qu'il ressent, et c'est pas du tout être réac, en fait, c'est juste de l'incompréhension et voilà, une sorte de mal-être qui en fait un personnage totalement touchant et un héros. Un autre héros du cinéma que j'aime beaucoup, c'est aussi un personnage qui se révolte contre le pouvoir mis en place, on va dire, entre guillemets, c'est Neo dans Matrix, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les 3 Matrix, je suis pas de ceux qui détestent les 3 Matrix. Et évidemment, c'est un personnage qui me touche énormément parce que voilà, il est fort, moralement, pas que physiquement. C'est un personnage qui n'est pas uniquement glorifié, qui a ses faiblesses, et ça c'est beau, quoi. C'est particulièrement beau. Donc moi ça me touche pas vraiment. Un autre héros de cinéma, et c'est sur celui-ci que j'ai terminé ma petite liste, c'est Roy Batty. J'aurais pu dire Descartes, mais en fait Descartes est une facette de Batty, et ce sont les deux facettes d'une même pièce. Batty, parce qu'en fait c'est un artiste, c'est un personnage qui veut exister, qui a besoin d'exister, qui a besoin de créer, et qui est très incompris. Et Blade Runner, pour ça, m'a toujours particulièrement touché, et c'est en ça que Blade Runner 2049, malgré toute la passion que j'ai pour cette suite, et toute admiration que j'ai pour cette suite, un personnage comme Roy Batty, ça ne peut qu'être unique, et vraiment, ce personnage est incroyable. Et c'est encore plus dingue quand on se rend compte que tout le film est à petite échelle, et que ça se passe dans une ville, et c'est ça qui est encore plus dingue. Comment perçois-tu les genres de films au cinéma ? Donc j'ai un peu répondu à ça dans la question de l'ami Nightmare. En fait, je conçois que les genres, c'est galvaudé, c'est une illusion, et que les genres, ça veut plus rien dire. Parce qu'aujourd'hui, on voit des cinémas asiatiques, par exemple, le cinéma asiatique qui a tendance à mélanger
les genres entre eux, ça a déjà été fait avant. Blade Runner est un film qui mélange les genres. Donc les genres, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut strictement plus rien dire. C'est là justement pour mettre des étiquettes, mais c'est des étiquettes qui sont éphémères. Voilà. Fais-tu la distinction entre animation et film? Absolument pas. Un film d'animation est un film, et un film live est un film. Voilà, c'est tout. L'animation, j'ai jamais compris le rejet de l'animation par certaines instances. Ça a été encore le cas récemment. J'avais dit une phrase qui je pense, résume bien ce qui me plaît dans le cinéma d'animation. C'est que le cinéma d'animation est un des rares genres à savoir parler aux enfants comme à des adultes. Et ça en fait autant du cinéma qu'un film live basique. Plutôt œuvre américaine, européenne, asiatique. Aucun. En fait, je les aime tous. Même si le cinéma américain est dans une certaine décadence actuelle, qui n'est pas générale, parce qu'il y a des studios indépendants qui font des films magnifiques, mais il y a une partie du cinéma blockbuster américain qui me gêne, dans sa volonté de violer le passé. Et c'est pas uniquement par rapport aux suites, mais c'est l'étrange relation qu'elle entretient avec le passé. Parce que les blockbusters américains, et c'est la même chose en France concernant les comédies, en fait, les comédies populaires, ils ont tendance à absolument vouloir garder la moelle du passé, cette espèce de passion qu'il y avait dans le cinéma précédent, en fait, le cinéma du passé, le cinéma des années 80 par exemple, qui est très marqué, qui revient à la mode aujourd'hui. Et pour autant, ils crachent dans le dos de l'œuvre originale, volontairement, en la rationalisant à fond, on va enlever dans cette œuvre originale toute passion. Et on fait des œuvres dépassionnées, en fait. Et on fait des œuvres qui sont, à mon avis, anti-cinématographiques, parce qu'elles ne sont là que pour un prétexte monétaire. Et ça, c'est terrible. Mais ça a toujours été le cas dans le cinéma d'une certaine manière. Mais là, ça l'est encore plus, parce qu'il y a de plus en plus de créateurs, le cinéma est de plus en plus médiatisé. Et je pense que c'est un cercle vicieux, parce que ça peut venir aussi des fans, parce qu'il y a une sorte d'offre de la demande et de la demande qui se génère. Donc je sais pas à qui est la faute, en fait. Je pense que ça vient d'un peu tous les recoins, en fait. Je pense même que ça pourrait être de la faute du spectateur d'une certaine manière. Quel genre de réalisateur voudrais-tu être? Alors ça c'est intéressant parce que j'ai toujours rêvé d'être réalisateur sans passer par des études parce que j'ai pas les moyens. Et quel genre de réalisateur je voudrais être? Je sais pas. Je sais pas si je pourrais me considérer comme réalisateur, comme artiste. J'ai juste des films pour le plaisir. Mais s'il y avait un genre de réalisateur que j'aimerais être, ce serait être tout simplement moi. Parce qu'un réalisateur va mettre de lui dans son œuvre. Et c'est pour ça que forcément une œuvre est indissociable de son créateur. D'une certaine manière. Qu'il soit un simple exécutant, qu'il soit un véritable auteur, il y a toujours une sorte de relation qu'il entretient avec son œuvre. Que ça soit comme Lynch avec Dune, qui est une œuvre maudite pour lui, il y a forcément une forme de relation qui s'entretient. Donc moi, j'ai envie de dire, je veux que ces œuvres, ça soit moi. Voilà, je veux qu'il y ait... Alors, c'est pas un ego trip, c'est juste qu'en fait, toutes les thématiques qui me sont chères sont toujours dans mes œuvres. Vous verrez, si vous voyez mes courts-métrages, les 4 courts-métrages que j'ai réussi à faire cette année, il y a toujours de moi dans ces œuvres. Voilà, il y a toujours des thématiques qui me sont chères, il y a des idées qui sont apportées par les autres de l'équipe, parce que je suis toujours ouvert à des idées par-ci par-là, et voilà. Et j'ai envie de dire, un film aussi, ça se fait d'une certaine manière ensemble. Mais je suis pas trop fan du système américain qui voudrait déléguer à fond les tâches et le réalisateur devient un simple chef de projet. J'aime pas trop ça. Moi je suis plus dans la conception dupiesque, on va dire, de Dupieux. Donc voilà. Mais en tout cas merci pour tes questions, c'est magique et au plaisir de pouvoir te revoir cet été si on peut. Une autre question de Nebelim. Pareil, un ami youtubeur qui s'intéresse à mon travail, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Foncez voir sa chaîne. Il fait un travail de malade sur le jeu vidéo et j'aime beaucoup. Alors, préfères-tu travailler sur des projets en solo ou en équipe?
En fait, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que je m'implique un maximum en autodidacte pour l'instant sur des projets. Mais par exemple, sur Artopolis 4, qui concernera la musique électronique, j'ai fait appel à Monsieur Chipo, qui est un ami, qui pourrait être un ami, d'ailleurs on est en train d'échanger beaucoup, et c'est un gars super intéressant, qui fait des films en fait sur portable. Il est en train de réaliser il est en train de créer la ville Artopolis, la fameuse cité culturelle, et je suis très content parce que vous la verrez bientôt, et du coup, en fait j'aime travailler autant en solo qu'en équipe, voilà. Et un mix des deux me déplairait pas tant que j'ai un maximum de contrôle en fait sur la vision artistique du projet. Parce que je veux pas que ça soit... le problème c'est que quand tu diriges une équipe, il faut pas que ça soit une sorte de qui veut prendre la place voilà. Et non, moi je préfère largement en fait travailler dans un climat équilibré. Ce qui a été le cas en fait dans tous mes projets de court-métrage. Et je m'entends toujours très bien avec mes équipes, et c'est pour ça que je les garde. Et Monsieur Chipo pourrait très bien rejoindre mon équipe principale de réalisateurs, en fait. Donc, merci pour ta question, Nabili, mais voilà, j'espère pouvoir bien répondu, et foncez voir sa chaîne, que je mettrai aussi en commentaire. Enfin, je vais mettre toutes tes chaînes, parce que majoritairement, ce sont des youtubeurs qui m'ont posé des questions, et je suis très content, ça me rend très heureux, ça. Alors là, c'est une personne qui m'a posé une question, et quel honneur en fait. Je suis très heureux de voir cette personne me poser une question. C'est la critique masquée. Personne qui m'a beaucoup inspiré en fait, même si j'aime pas forcément tout ce qu'il fait, mais j'ai toujours aimé sa manière d'approcher son sujet, et j'aime beaucoup la critique masquée d'une certaine manière, même si parfois on peut pas adhérer à tout. Et merci en fait pour ta question, qui en fait concerne notre UCU, donc l'Underground Cinematic Universe, qui a été pensé majoritairement par Jules Melon, mon ami de YouTube. Et à quand un débat du UCU? Parce que forcément, il va y avoir des débats comme le CCU, et forcément, le UCU est inspiré du CCU. Eh bien, à quand un débat? J'ai envie de dire, ça prend du temps malheureusement, et j'imagine que ça a dû prendre du temps pour vous aussi, pour concevoir ce que vous avez fait tous ensemble. Et à quand un débat? Bah je pense bientôt, j'espère bientôt, vraiment j'ai envie de foncer là-dedans, parce que j'adore débattre, j'adore parler, et c'est pas pour rien que j'ai une chaîne YouTube, c'est pour parler en fait, hein. C'est d'une certaine manière, c'est ça. Donc bientôt, j'espère bientôt, voilà. Et une deuxième question, et quels seraient les sujets? Alors ça, j'en sais rien pour l'instant. Peut-être, sur la violence au cinéma, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui ne passe toujours pas concernant les spectateurs, et d'une certaine manière les groupes aussi, parce que on peut voir des groupuscules idéologiques porter plainte contre des films pour soit les faire censurer ou baisser leur visa d'exploitation, comme Tarantino qui s'était fait attaquer par promouvoir là, cette espèce de bêtise sur pattes. Et il voulait faire augmenter le visa d'exploitation des 8 salopards. J'ai pas compris pourquoi, parce qu'en fait, un enfant ne va pas aller voir les 8 salopards. Faut être un malade pour montrer ça. Et donc la violence. Et quand la violence aussi n'a aucun sens, parce que je suis pas trop fan non plus des films gore qui ne veulent rien dire et qui n'ont aucun sens. Comme un film que je me refuse de voir absolument, qui serait Serbian Film. J'ai surtout pas envie, et comme certains films, comme le truc avec les gars qui sont... Enfin, Human Centipede, là, j'ai pas très envie de voir. Donc, voilà, un débat qui pourrait être intéressant. Un autre débat, ça serait sur des films, en fait. On avait fait un débat qui est une sorte de pré-UCU. Je sais pas si tu retrouveras sur la chaîne de Peggy, concernant le film Us. Donc, voilà. Et en tout cas, merci pour ta question, Critique Masquée, c'est un honneur. Et j'espère que tu nous suivras, du coup. J'espère que tu prendras pas ce qu'on fait pour la concurrence, et ça m'étonnerait te connaissant. C'est pas notre but, en tout cas, c'est pour la passion, et ce serait un plaisir de débattre avec vous un jour. Donc voilà, merci pour ta question, et ce fut un plaisir d'y répondre. Et jetez-vous sur sa chaîne, évidemment.
Le jeune The Alpha Air, qui est un YouTuber récent que j'aime bien, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, j'ai un peu de mal avec ses arguments parfois, mais j'aime quand même ses vidéos et du coup j'aime le suivre, et que je vous recommande chaudement. S'il n'y avait plus qu'un seul réalisateur, encore en vie comme mort, qui était autorisé à faire des films à cause d'une étrange réglementation, lequel aimerais-tu que ça soit? J'ai envie de dire un mix mutant de tous les réalisateurs que j'aime. Voilà. J'espère avoir bien répondu. Bah ouais, non mais franchement, c'est très difficile d'y répondre, parce que comme je l'ai dit précédemment pour la question de Nightmare, je n'aime pas hiérarchiser les youtubeurs, les réalisateurs, pardon. Et du coup, bah voilà, un mix en fait. Parce que un mix de l'excellence, on va dire. Une question de mon mentor, Romain Rimbaud, qui m'a un peu lancé d'une certaine manière, puisque j'avais fait une vidéo pour sa chaîne. Et encore merci pour tout ce que tu m'as apporté. Et pour ton amitié, parce que t'es une belle rencontre. Alors, pardonne-moi pour le retard, donc c'est pas très grave, t'inquiète pas. Peux-tu nous parler de ta vision de l'analyse filmique, critique, avis, dissection? Dans tous les cas, comment procèdes-tu? Plusieurs démarches sont possibles, of course, et quel but vises-tu? Alors, déjà, quelque chose qui m'intéresse, c'est que, en fait, je dissocie la critique de l'avis, parce qu'un simple avis ne peut pas être une critique. Pour moi, la critique, c'est une analyse. Après, ça dépend, tout le monde a sa petite définition, mais en tout cas, pour moi, la critique, ça doit être de l'analyse, ou en tout cas, quelque chose de plus poussé qu'un simple avis en 2 secondes. Un avis Twitter, voilà, pour dire, ça serait pas un avis Twitter. Dans ma manière de le faire, donc voilà, c'est ma vision. Dans ma manière de procéder, comment est-ce que je procède? Alors, en fait, si je voulais faire des analyses comme j'ai pu en faire quelques-unes, comme les analyses de plans, qui sont des courtes analyses, comme mes retours, je prends un maximum de temps pour pouvoir réfléchir sur le film après un premier visionnage, et quand je parle de films qui sont déjà sortis, je prends le temps de le revoir une deuxième fois, même avec Steamboy, en fait, j'ai revu une deuxième fois pour pouvoir en parler, parce que je fais un tout petit peu d'analyse, et du coup, je prends le temps, en fait, de pouvoir mettre en commun tous les éléments du film. Là, récemment, j'ai revu Us, j'ai envie d'en faire une analyse très très longue, qui va être un nouveau format, en fait, et très grandes analyses, un peu plus dans l'ère de Cinemagique, en fait, et j'ai très envie de faire ça, parce que ça m'intéresse. Et le but que je vise, c'est de soulever tous les mécanismes et thématiques que vont soulever la mise en scène. La mise en scène, en fait, est pour moi le cœur d'un film, et une mise en scène plate toujours va jamais me transcender. Voilà, c'est. Mais je dis pas qu'un enchaînement plan par plan, c'est pas un problème. C'est juste qu'il y a une manière d'utiliser la mise en scène. Par exemple, Avenger Endgame, autant, voilà, j'aime bien le film pour ce qu'il est. Malgré tout, la mise en scène n'a aucun sens. Il y a des plans qui sont intéressants, mais la mise en scène n'est jamais conçue dans une optique de transmettre des choses. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette mise en scène est tellement plate qu'elle est presque automatique et qu'elle ne transmet pas grand-chose. Voilà. Elle est purement fonctionnelle, elle est pas... C'est pas la mise en scène de cinéma. C'est la mise en scène un peu mécanique, robotique. Et ça m'intéresse pas. Même si j'aime bien le film et je veux pas le casser, hein. Il faut pas croire, hein, je suis pas un hater ou quoi que ce soit. Mais il faut quand même savoir prendre du recul sur les choses qu'on aime. Et c'est vrai que quand même, il faut reconnaître que la mise en scène n'est pas ouf. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est quand la mise en scène, elle transmet quelque chose de tellement fort. C'est pour ça que j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, entre guillemets, ou plutôt fantastique, qui par la mise en scène ou par la manière de représenter le monstre, par exemple, ou la créature, ou la peur, va transmettre des choses très très fortes, et pas uniquement que de la peur. Donc c'est ça qui m'intéresse profondément dans le cinéma, d'une certaine manière. Par exemple, quelque chose qui me passionne dans la mise en scène, c'est comment Blade Runner va concevoir, par sa mise en scène, le schéma de sa ville, et comment il va rendre vivante sa ville. Voilà. Comment il va concevoir l'espace. Et ça me passionne aussi, parce que j'aime beaucoup lorsqu'un film va se servir de son décor à fond, il va se servir de son décor pour pouvoir transmettre quelque chose. Récemment, on a eu Parasite,
qui se sert beaucoup de la maison pour transmettre quelque chose. Voilà. Ou le transpersonnage, évidemment. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Et je regarde parce que tu m'en as posé d'autres. Donc, tu m'as demandé aussi, deuxième chose, quel avenir pour toi, en tant que créateur de fiction? Vers quoi te diriges-tu? La narration va-t-elle finir par se confondre à l'analyse pour notre plus grand plaisir? Alors, pour l'avenir, je ne sais pas. Je rêverais de pouvoir faire des films plus professionnels, enfin, et en gagner ma vie, en fait, par rapport à ça. Pour l'instant, ce n'est uniquement que par passion, mais ça sera toujours par passion, mais pas avec des gros moyens. Voilà, c'est ça. Et pour l'instant, c'est pas mon métier. Donc, pour l'instant, c'est purement par passion, et c'est pour ça que je monétise pas ma chaîne, parce que je vois pas l'intérêt. Et je pense que tu dois faire pareil, de toute façon, donc... Voilà. Je sais pas, honnêtement... Je sais pas où j'irai pour l'instant. J'espère... je pense que je vis l'instant présent. Et pour l'instant, cette chaîne me surprend de plus en plus dans son évolution. Donc voilà. Je suis un tout petit peu dépassé par tout ça, j'ai envie de dire aussi. La narration... alors, vers quoi te diriges-tu? Donc, je sais pas encore. Peut-être une chaîne qui sera une sorte d'héritage de toute ma vie et de tout ce que j'aime en termes artistiques. Je pense que c'est assez clair. J'espère, en tout cas. Et la narration va-t-elle finir par se confondre à l'analyse pour notre plus grand plaisir? Si tu parles d'Artopolis, en effet, je prépare, si ça peut se faire, une narration. Parce qu'il y aura 2 saisons ou 3 saisons. Et il y aura une petite histoire à côté qui est en train de se dévoiler au fur et à mesure. Je crée une sorte de diégèse interne. Et j'espère que ça va fonctionner. Ensuite, tu m'as posé une autre question qui m'intéresse beaucoup. Qui est donc... Alors, dernière chose, je te sais comme moi, amoureux des monstres. Quel est celui qui te touche le plus et pourquoi? Parce qu'en fait, Romain, avec Romain, on a fait une vidéo, 2 vidéos ensemble, 2 podcasts, un sur le cinéma d'horreur qui est sur sa chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller sur sa chaîne, j'ai pas dit, mais il faut aller sur sa chaîne parce que c'est un génie, ce mec. Et je dis pas ça parce que c'est mon ami. Et du coup, il y a aussi une vidéo sur Bong Joon-ho et j'avais parlé un peu des monstres. Et pour moi, quel est celui qui te touche le plus et pourquoi? Il y en a plusieurs, mais si on avait bien 2 ou 3 à la limite, il y aurait le Tolmen de Fantasme, qui est un monstre qui me fascine, qui me fait pleurer à la limite, parce que j'ai une interprétation très personnelle du personnage qui en fait presque pas un antagoniste en fait, que je dévoilerai sûrement dans mes analyses de Fantasme. Il faudra que je revoie tous les films pour pouvoir peaufiner cette analyse. Donc je sais pas comment en fait j'ai abordé la saga Fantasme pour l'instant, mais il y a une vidéo qui est prévue cet été, je vais la travailler. Ensuite, il y aurait évidemment le monstre d'Elephant Man. Et vous savez pourquoi, voilà. Tu sais pourquoi ce monstre est touchant. L'alien ne me touche pas, il me fascine. Donc je ne sais pas si je pourrais le mettre là-dedans, mais j'en parle quand même. Voilà, l'alien me fascine toujours autant. C'est un monstre que j'aime beaucoup. Il y aurait bien sûr Frankenstein, d'une certaine manière. Dracula, le zombie d'une certaine manière, parce qu'il est quand même émouvant, parce que dans cette forme de... Je parle du zombie qui marche, dans cette forme de faiblesse, qui représente aussi l'échec de la civilisation, et le zombie de manière générale me plaît beaucoup pour ça. Il y aurait beaucoup de monstres. Il y a aussi Candyman, qui moi me touche beaucoup, qui est en fait un monstre qui n'en est pas forcément un, et moi j'aime beaucoup, voilà. Il y a les monstres évidemment aussi de Cabal que j'ai vu il y a pas longtemps. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Il y en a beaucoup de monstres en fait, il n'y en a pas qu'un seul. Mais celui qui me toucherait le plus, j'ai envie de dire, c'est quand même le Tolmen. Parce que le Tolmen, il est tellement abstrait dans sa volonté, dans ses plans, que du coup, je ne sais pas trop quoi en penser, et je pense que c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Donc voilà. J'espère, Romain, avoir bien répondu à tes questions, et je te remercie pour tes questions qui sont passionnantes.
et pour ton intérêt concernant ma chaîne, comme vous tous d'ailleurs, et merci à toi parce que tu m'as beaucoup apporté. Et foncez voir sa chaîne. Absolument, il faut foncer voir sa chaîne. Ensuite, une question de Monsieur Chipo, donc le fameux créateur qui crée des films sur son smartphone, qui a pour l'instant mis sur toutes des bandes annonces, mais qui est sur 2 gros projets, et qui m'aide en fait à faire ma fameuse intro du prochain Artopolis, qui est magnifique. C'est assez dingue, vous allez être assez surpris, et je suis très fier de son travail, sachant qu'il a su admirablement, en prenant des libertés, donner naissance à ma vision du truc, et c'est super, je te remercie pour ça. C'est une très belle rencontre de YouTube et de Twitter, et j'espère vraiment qu'on pour un jour se rencontrer pour parler cinéma, parce que ce serait avec plaisir. C'est un gars passionnant, passionné, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, quelles œuvres littéraires souhaiterais-tu voir adaptées en film ou série? Alors ça, je me doutais que tu me poserais une question comme ça, parce que on a une passion pour la littérature tous les deux, donc... Et il lit beaucoup de SF, donc du coup, je vais répondre avec quelques œuvres, même s'il y en aurait beaucoup plus. Mais en fait, il y aurait d'une, parce que j'aime beaucoup l'adaptation de David Lynch, mais je veux voir quelque chose de plus puissant. Et c'est ce que pourrait figurer peut-être l'adaptation par le grand qui divise tant, Denis Villeneuve. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc déjà, c'est un souhait réalisé. Il y a l'Incal, de Jodorowsky, qui est une œuvre qui en fait a été créée d'une certaine manière pour se consoler en fait de l'échec de son projet Dune. Justement, on revient à Dune toujours. Et l'Incal est une œuvre tellement passionnante que j'aimerais trop la voir au cinéma, sachant qu'elle a un des univers étendus les plus complets, qui pourrait très bien se rapprocher de la masse qui est celle de Star Wars, parce qu'il est assez énorme cet univers et je veux trop le voir au cinéma quoi. En fait, ça serait même l'univers de manière générale de l'Incal. Voilà. L'Incal Universe, comme j'ai envie de dire. Donc c'est une bande dessinée, mais ça reste une œuvre littéraire pour moi. Il y aurait aussi Blame en tant que manga, j'aimerais bien le voir en film live, mais je pense que ça aurait été presque le cas avec... j'ai vu le dessin animé, j'aime beaucoup, mais je pense que ça pourrait être presque le cas avec l'œuvre Edenlog, qui pourrait s'en rapprocher, j'en parlerai bientôt. Il y aurait aussi une œuvre de Kadik, qui est donc son fameux livre, qui est... j'ai oublié le nom. C'est... ah oui, Le Maître du Château, voilà. Le Maître du Château, qui est pourtant une série, mais j'aime bien la saison 1, j'ai pas continué, il faudrait que je reprenne, mais j'aimerais vraiment voir la vraie vision qu'il y a dans le livre, portée au cinéma, parce que ça pourrait être assez dingue. Il y aurait aussi Ubik, parce que Ubik, c'est un projet, c'est un livre énorme, c'est pour moi son chef-d'œuvre, même si j'ai pas tout lu, mais pour l'instant il est imbattable tellement il est fort ce livre. De toute façon, tous les livres de Kadik sont tellement forts que j'ai jamais été déçu par Kadik pour l'instant. Et franchement, j'aimerais tellement voir Ubik au cinéma parce que ça serait magnifique. Donc ça serait plus en film que série, parce que du coup, les adaptations séries pour l'instant m'ont pas trop fasciné. Je suis un peu méfiant par exemple de cette adaptation du transpersonnage, sachant que Bong Joon-ho a fait une adaptation parfaite, donc je sais pas trop. Mais voilà, ça serait plus des films en fait que séries. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions et foncez voir son travail qui est en train de muter, qui va donner quelque chose de magnifique. C'est un mec qui a beaucoup d'avenir dans le cinéma d'une certaine manière, avec le smartphone. Donc ça, c'est fou, donc merci à toi Monsieur Chipo. Alors, là il y a 2 questions, et 3 questions parce qu'il y en a une que j'ai groupée par une autre personne qui est Corentin Fistora, qui est un membre de Twitter que je suis et que j'aime beaucoup grâce à 236, et que je vous recommande parce qu'il parle très bien d'œuvres d'art assez déviantes et qui sont très 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 impressionnantes, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il y a Jules Melon, donc tous les deux me demandent, ont des questions très similaires concernant les projets futurs. Donc la première question de Jules Melon, qui résume plutôt bien celle de Corentin Oistora, c'est: après tes premiers courts-métrages sur ta chaîne, as-tu d'autres projets du genre prévus pour bientôt à nous teaser? Oui, j'en ai un. Ce sera un prochain court-métrage qui me prendra beaucoup de temps parce qu'il est en cours d'écriture. J'ai pas encore posé à l'écrit, je réfléchis encore dans ma tête à ce que ça pourrait donner. Mais ça serait un film de zombies. Voilà, ça serait un film de zombies
parce que j'adore le cinéma de zombies et que ça me passionnerait. Et voilà. Donc il y aura d'autres courts-métrages sûrement, hein. Je sais pas encore ce que ça pourrait donner. J'ai beaucoup d'idées, j'écris beaucoup de trucs. Il le sait bien, parfois je lui envoie quelques trucs. Et j'écris beaucoup sur mon téléphone en fait. Dès que j'ai une idée, je la note sur mon téléphone et je la mettrai sur écrit à peu près. J'ai des fiches où il y a des petits résumés de... Je les développe pas encore, c'est des petites idées. Et après je les développerai quand j'aurai envie de développer, quand j'aurai des idées à mettre. Par exemple, Espoir a été réécrit 4 fois en fait. Parce qu'il a particulièrement muté ce film et est devenu ce que vous voyez actuellement sur YouTube et j'en suis très très fier personnellement. Ensuite, deuxième question, si tu avais la possibilité de réaliser un long métrage avec budget illimité, quelle en serait l'histoire, les acteurs, la BO, etc. Ah bah ça tombe bien, parce que je vais te montrer, je vais passer en vidéo, mais je vais te montrer, j'ai quelque chose qui pourrait être intéressant. Alors me revoilà pour répondre à la question de Jules Melon, et en fait, bah voilà, le seul à l'avoir lu, il y a plusieurs personnes qui ont pu le lire, mais l'un des seuls à l'avoir lu, c'est Cinémagique, Charles, quand il est venu chez moi. J'ai écrit un film, en fait. J'ai un film qui est écrit, qui doit faire... Je suis désolé, je suis mauvais téléphone, mais voilà. Qui doit faire 13 pages. Alors oui, c'est très court, vous allez vous dire, mais ce n'est que du dialogue. Donc c'est 13 pages de dialogue. Ça pourrait faire un film d'1 heure parce que j'ai des idées de mise en scène à côté, et c'est pas une version définitive. Donc voilà, le film pourrait particulièrement évoluer, mais c'est 13 pages d'une maquette de projet, donc Coupable, qui serait un film de science-fiction. Je vous lis les résumés, voilà. Donc le monde a changé, la justice aussi. En 2025, la société ICOM développe le premier juge ordinateur autonome. Magister est présenté au public le 20 juin 2025. Sa capacité est de pouvoir enquêter, analyser le prévenu, l'interroger, le condamner. Son jugement est alors dépourvu d'erreurs. Magister remplace alors les tribunaux, les juges, les avocats. Magister remplace la justice, avec un grand J. Le fait que Magister puisse rendre un jugement totalement sûr conduit les politiciens à rétablir la peine de mort, qui est selon eux la peine d'élimination sociale la plus efficace. J'ai mis élimination sociale, mais en fait c'est pas du tout une peine d'élimination sociale, c'est une peine d'élimination tout court. Nous sommes en 2040. Voilà, ça c'est le résumé. Et vous avez plusieurs pages de dialogue, voilà, que j'ai écrites avec un logiciel de traitement. Et vous avez tout ça. D'ailleurs, Charles a été plutôt conquis. Et ça pourrait donner une sorte de long métrage. Donc voilà, Coupable. Si j'avais le budget, parce que je voudrais construire le robot moi-même, j'ai des idées de costumes, tout ça. Je n'ai pas encore développé toute l'esthétique du film. Parce que j'ai des plans en tête, j'ai des trucs en tête, et je pourrais très bien écrire d'autres dialogues, mais pour l'instant, voilà, c'est la première version de Coupable, avec un point d'interrogation, ou un point d'exclamation, et ça pourrait être avec un point d'interrogation aussi, et du coup, vraiment, voilà, et vous avez l'image avec un robot qui tient un marteau de... Voilà. Et en fait, c'est un projet qui pourrait arriver. Si je trouve les acteurs, la BO, je la ferai, ou je ferai appel à mes compositeurs habituels, qui sont donc Psylo, Edgut et moi-même. Tous les trois, nous avons tous les trois bossé en fait sur la BO générale de ma chaîne. Donc voilà ce que ça donnerait. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à tes questions, Julien, et voilà. Je vais quand même répondre à celle de Corentin of Astora. J'avais dit Istora, je suis désolé. Des prochains gros projets en perspective, films, courts-métrages, séries, feats, etc. Alors, comme ça me permet de répondre à une question plus générale. Donc des films, voilà, j'en ai présenté précédemment. Des courts-métrages, donc un film de zombies pour l'instant. Des séries, peut-être un jour. Si je faisais une série, ça serait une série consacrée à Lovecraft et à son univers. Voilà, ça serait une série de courts-métrages anthologiques concernant Lovecraft, avec des créations qui seraient un tout petit peu adaptées de ses livres, et de l'ambiance de ses livres en fait. Ça prendrait beaucoup de temps, mais j'en rêverais. C'est un peu inspiré de ce qu'avait voulu faire le youtubeur Globy. J'ai oublié son nom. Mais c'est un youtubeur qui a toujours eu des projets qui se sont soldés par des échecs pour l'instant parce qu'il a du mal à trouver l'argent.
Globy, je crois, un truc comme ça, et il avait voulu faire une série sur Lovecraft, et là ça serait une série anthologique en fait, avec des personnages différents à chaque fois, et j'aimerais bien faire ça. Des feats, bien sûr qu'il y en aura, il va y en avoir cet été, il devrait y en avoir avec Peggy, Romain sûrement, donc même certainement avec d'autres youtubeurs du UCU avec qui j'ai pas encore travaillé, donc ce sera avec plaisir pour mes épisodes de discussion, qui est une émission que j'aime beaucoup faire, vraiment avec passion. Donc voilà, je te remercie pour tes questions, et je vous conseille vraiment d'aller sur son profil Twitter, de suivre, parce que j'aimerais bien qu'il fasse une chaîne YouTube, parce que vraiment il est passionnant ce mec. Et donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder le travail de l'ami Corentin. Une autre question, et là je suis trop content de te voir me la poser, parce que c'est Laura fait genre, et c'est une fille que j'aime beaucoup, que j'ai découvert tout récemment. Il y a très peu de filles sur YouTube, il faudrait qu'il y en ait plus, et je suis très content de voir ce qu'elle fait. Elle est passionnante, elle aime beaucoup le cinéma d'horreur, elle a répondu à une de mes questions, et donc voilà, c'est un peu réciproque sur le coup. Et donc c'est une question très intéressante, parce que quel est le film le plus perturbant et ou choquant que tu aies pu voir? Il y en a plusieurs, mais s'il y en a bien un qui m'a jamais fait autant d'effet, c'est Mother de Darren Aronofsky, qui est un film que je détestais, enfin, pas un film que j'ai détesté au début, mais sur lequel j'arrivais absolument pas à me positionner, parce que, en fait, j'ai vécu une... C'était le premier de Aronofsky, pour l'instant j'avais vu que de lui, et j'ai vu au cinéma, et c'était l'horreur, cette séance. En fait, je m'attendais pas du tout au chemin que ça allait prendre. Il y a une scène avec un bébé qui m'a... En fait, je suffoquais déjà avant, je transpirais, il y avait ma soeur qui était avec moi, je transpirais dans la salle, je ne voulais partir parce que je me sentais pas bien, j'avais le cœur qui voulait sortir de mon corps littéralement, un peu comme justement l'actrice principale sur l'affiche. Et là, il y a eu la scène du bébé et j'étais tétanisé, et j'ai jamais eu cette espèce d'impression. En fait, j'ai pleuré, mais 1 heure après le film. En fait, j'ai pris le temps de discuter avec ma sœur, et là, j'ai digéré ce que j'avais vu, et la scène du bébé, quand même, elle est terrible. C'est un film d'une noirceur absolue, et je pense que c'est le film le plus perturbant et choquant que j'ai pu voir. Même s'il pourrait y avoir Alien, il pourrait y avoir The Thing, il pourrait y en avoir plein d'autres, mais qu'un film ait fait autant de mal, c'est vraiment bien le seul. Il pourrait y avoir aussi Orange Mécanique à la limite, mais c'est pas pareil. Là, c'est vraiment que j'ai vécu une séance atroce. Mais dans le bon sens d'une certaine manière, parce que j'estime que le film a marché sur moi. Donc c'est pour ça que je considère assez grand, même si je trouve que parfois il s'auto-parodie à certains moments, mais c'est quand même un film assez impressionnant. Et voir ça au cinéma, c'est quand même assez ouf. Alors je sais que tout le monde ne sera pas de mon avis, il y en a qui détestent ce film, qui trouvent que c'est nul. Ça n'engage que moi, mais franchement, si j'ai vécu un truc aussi ouf et aussi fort de toute ma vie, c'est peut-être parce que c'est un grand film en fait. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en penserez, ça pourrait ouvrir des débats intéressants. Donc voilà, et je te remercie pour ta question, Laura, et merci pour ce que tu fais sur YouTube, parce que c'est vraiment cool. Je vous conseille d'aller voir, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc merci à toi. Donc, une question de Maxime Boès, j'espère que je prononce bien ton nom de famille, je suis désolé si j'écorche. Donc, qui est un ami qui fait partie d'un groupe de rédacteurs avec lequel je bosse pour le coin des critiques ciné, que je vous recommande d'ailleurs, c'est un super site, et je suis très content d'y participer, qui me pose des questions super intéressantes. Que penses-tu du cinéma français et du cinéma européen de manière plus générale? Ce sont 2 cinémas que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, ils sont très variés et très riches. Je ne suis pas de ceux qui méprisent le cinéma français, je suis plutôt quelqu'un qui l'aime de manière générale, même si je garde quand même un certain recul concernant les comédies qui sortent actuellement, mais ce n'est pas que ça, le paysage du cinéma français. Et voilà, c'est débile quand on a tous ces a priori qui disent oui, le cinéma français, il se perd, c'est nul, il n'y a jamais eu de bon film français, c'est totalement faux. Et le cinéma européen me passionne, que ce soit le cinéma italien, le cinéma russe, le cinéma polonais, le cinéma espagnol, même le cinéma finlandais, suédois, anglais. Donc de manière générale, j'aime beaucoup le cinéma européen en fait. Le cinéma du monde général m'intéresse en fait. Et le cinéma européen, je l'aime beaucoup. Et tout ce qui est
cinéma italien, anglais, j'adore, et cinéma français évidemment. Quels en sont tes auteurs favoris? Ça va être très difficile parce que, pareil, je ne sais pas hiérarchiser les auteurs entre eux. Mais pour le cinéma anglais, il y aurait Ken Russell. Ken Russell que j'aime beaucoup. Il pourrait y avoir Danny Boyle. Il pourrait y avoir plein d'autres. C'est très compliqué. Le réalisateur de The Wicker Man. Plein en fait. Pour le cinéma russe, il y a Tarkovsky évidemment. Il y a un réalisateur de il est difficile d'être un dieu, de Faute d'amour. Il y a aussi Eisenstein, que j'aime beaucoup, Sergei Eisenstein, que j'aime énormément. Oh, et j'ai pas... Le cinéma allemand aussi, je l'adore, que ce soit le réalisateur de le cabinet du docteur Caligari, il y a plein de films allemands que j'aime beaucoup. En France, auteur favori, il y a Jean-Pierre Jeunet, il y a plein de réalisateurs. J'adore le réalisateur de Peur sur la ville, je ne sais plus comment il s'appelle, malheureusement. Après les noms de réalisateurs français, malheureusement, il y en a beaucoup que j'oublie, donc... Il y a Luc Besson, j'aime bien d'une certaine manière, même si je trouve qu'il a totalement perdu actuellement, même s'il fait quand même quelques trucs intéressants, mais ça perd totalement de sa saveur. En cinéma français, il y a aussi... qui y aurait d'autres? Il y en a plein, en fait, je peux pas totalement te répondre, parce qu'il y en a tellement que... Il y a Georges Franju, j'aime beaucoup Les yeux sans visage. Il y a plein de réalisateurs français. Donc voilà, j'aime particulièrement le cinéma français. Pour les auteurs italiens, il y a Dario Argento, il y a évidemment Bertolucci, il y a évidemment Sergio Leone, qui est un Italien, faut pas l'oublier. Il y a évidemment plein d'autres réalisateurs, enfin, il y en a tellement de réalisateurs italiens que... Espagnol, pareil, Almodovar, moi j'aime beaucoup Almodovar, j'aime beaucoup d'autres réalisateurs espagnols qui sont très très bons. Donc, il y a Balaguerro, par exemple, qui a travaillé sur Rec. Donc, voilà, ça fait beaucoup de réalisateurs. Quels sont les films ayant marqué ton esprit depuis ce début d'année? Il y en a pas mal. Je vais te faire une toute petite liste. Alors déjà, il y a Us, qui est le film américain qui m'a vraiment marqué cette année. Il y aurait Parasite, évidemment, bon, tu sais bien que j'aime beaucoup le cinéma de Bong Joon-ho. Il y a Minuscule 2, un film français que j'aime beaucoup. Il y a Monsieur Link, évidemment. Il y aurait quoi d'autre? Le Chant du Loup, en termes de film français que j'aime beaucoup. Un autre film français qui n'est pas encore sorti, que vous aurez en septembre, mais j'ai eu l'occasion de le voir en avant-première, C'est au nom de la Terre, qui est un film déchirant, très dur, et qui m'a profondément marqué cette année. Captive State, que j'aime beaucoup, malgré ses imperfections. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Oh là là, il y en a beaucoup en fait. Il y a Glass aussi, évidemment. Il y a récemment Yesterday, que j'ai beaucoup aimé. Toy Story 4, évidemment, parce que c'est un beau film d'animation qui est très fort et qui va qui est dans l'esprit des autres, tout en tentant quelque chose de nouveau. Donc voilà, il y en a beaucoup en fait. Donc j'espère de ne pas en avoir oublié, parce que j'en ai vu pas mal cette année pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à cette question-là. Et est-ce que l'émergence des séries est un danger pour le cinéma? Bah non. Non, parce qu'en fait... Non, c'est pas vrai ça. C'est juste que ce qui est un danger par contre pour les séries, et ça on en parle très peu, c'est que l'émergence d'autant de séries, ça peut être un danger pour la série, tout simplement. Qui commencerait à se banaliser et qui perdrait de son sens. Et on aurait plein de séries bien réalisées, mais qui vont pas au-delà. Et dernièrement, moi, d'ailleurs, ma série préférée, c'est Twin Peaks. Il y en a plein d'autres. Donc non, moi, j'adore la série. J'en regarde pas beaucoup. Je binge-watch. Je suis pas le binge-watching, là. Truc... Enfin, je suis pas un gros... Mais par contre, j'adore les séries. Mais il y a plein de séries que je pourrais vous conseiller. Moi, je regardais beaucoup les séries Arte, parce qu'il y en avait pas mal qui étaient particulièrement cool, comme Real Humans, qui s'est fait annuler. Il y a Utopia, donc... Après, l'émergence des séries est un danger pour le cinéma? Non, pas du tout, en fait, parce que le cinéma, il existe par lui-même, et que pour l'instant, je vois pas en quoi les séries chercheraient à détrôner le cinéma, parce que c'est pas du tout la même chose, en fait, je pense. C'est juste que c'est un faux débat, en fait, je pense, cette idée que le cinéma va être détruit par les séries, parce qu'en fait,
On a tendance à dire oui, mais le cinéma aujourd'hui il est moins bien qu'avant et les séries sont mieux que le cinéma actuel. C'est pas totalement vrai ça, hein. C'est même pas du tout vrai parce qu'en fait il y a beaucoup de séries qui sont très mauvaises. Il y a même des séries qui sont particulièrement appréciées que moi je trouve mauvaises. Alors c'est pas pour faire dans la polémique, mais moi j'ai lâché en cours de route Game of Thrones par exemple parce que j'avais pas trop aimé la direction qu'elle prenait, mais après c'est à titre totalement subjectif donc voilà. Il y a des séries que je trouve. Il y a les séries Netflix globalement, il y en a très peu qui me marquent parce que je trouve qu'elles sont moins bonnes que paradoxalement leurs films parce qu'il y a des films qui m'apassionnent beaucoup plus. Peut-être parce que je suis plus film que série, mais ça m'étonnerait, c'est pas ça. Parce que il y a une de mes séries préférées qui pourrait être considérée comme un film qui est Twin Peaks, donc voilà. Non, non, je pense pas du tout que les séries vont remplacer ou quoi que ce soit ou sont un danger pour le cinéma. Je pense juste qu'elles existent en tant que telles et qu'elles cherchent pas du tout à détrôner quoi que ce soit et que après c'est les gens qui sont peut-être des peurs comme ça. Mais non, non, il n'y a pas de peur à avoir concernant les séries, donc voilà. J'espère avoir bien répondu à ta question, Maxime, et merci en tout cas. Elle est très très cool. Il est très très cool ton ensemble de questions et je suis très content que tu m'en aies posé une en tout cas. Et merci pour ton suivi en tout cas, parce que Maxime n'est pas un youtubeur, mais c'est quelqu'un de très intéressant et échanger avec lui est très cool, même si on a tous les deux une vision totalement différente du cinéma. Mais c'est ça qui est beau parce qu'on s'entend très très bien. Donc je te remercie pour cette question en tout cas Maxime. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des questions et je suis très heureux que vous m'en ayez posé autant en fait et qu'elles soient aussi intéressantes et passionnantes. Les réponses, j'ai été très pris de passion à y répondre en tout cas et vraiment je suis très content d'avoir pu participer à cette FAQ et la concevoir parce que c'est super cool comme exercice et ça permet peut-être de partager beaucoup plus de choses avec vous d'une certaine manière, donc voilà. Donc juste un message, je voulais vous remercier, hein, vraiment, on n'est pas encore au 1 an de la chaîne a plutôt bien évolué, je regarde pas les vues, je regarde pas le nombre d'abonnés, c'est surtout vos commentaires qui me plaisent beaucoup, qui pourraient largement, votre intention pourrait particulièrement m'aider à réaliser mon rêve de devenir réalisateur, et ça, ben, c'est de l'or, vous êtes de l'or en fait, tous, vous êtes de l'or pour moi, et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ça. Ça fait tellement plaisir de pouvoir être suivi, de pouvoir partager autant de choses et de pouvoir parler en fait, d'une passion qui m'anime depuis des années. Voilà, je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous, même quand les débats sont passionnés, même quand on s'engueule avec certains. Et je suis très content de la naissance du UCU, comme on dit. Et voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour votre passion aussi, pour ce que vous faites aussi, parce qu'on est entre créateurs. Et merci à tous. Voilà, du fond du cœur. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, sûrement l'Artopolis 4 à venir. Voilà, bye bye.